Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette maison. Heureuse de vous accueillir. Le chancelier Xavier Darcos étant absent, c'est moi qui vais faire un petit topo d'introduction philosophique, espérant que ça correspond bien à votre sujet. Donc, en relation avec le sujet, je vous propose une rapide comparaison entre différents types d'apprentissage liés aux différents types de travail et d'action. Vous vous rappelez sans doute que certains d'entre vous se rappellent que Aristote distinguait entre la poiesis, qui est une action qui vise la production d'un bien, je donnerai des exemples, d'un bien, d'un objet, d'un service, c'est l'artisanat, c'est la création, et la praxis, c'est une action qui vise à améliorer un matériau déjà existant, l'éducation, la politique, le service. Alors, pour éviter une description trop théorique, j'ai choisi 3 exemples qui sont, on n'invente pas, on ne peut pas tout inventer, les 3 activités dont j'ai pour ma part une réelle expérience. 3 activités qui ont marqué ma vie en raison du temps immense et de la constante attention que je leur ai consacrée, qui appartiennent à des catégories très différentes, à savoir la production d'œuvres écrites, l'éducation des enfants et la couture. La couture, la confection, ce qu'on appelle la confection de vêtements. Alors je commence par la première, produire des œuvres écrites. Je parle d'apprentissage. C'est une poésie, c'est une production. Elle nécessite des études longues, des études purement théoriques, auprès de milliers de maîtres. Tous ces maîtres sont morts. Curieuse relation. Mais ces morts semblent souvent à l'apprenti plus vivant que les vivants eux-mêmes. L'apprenti les fait dialoguer entre eux, comme un enfant, vous savez, qui joue avec ses soldats de plomb. Il compare leurs arguments, il admire leurs factures, il se jette sur leurs trouvailles avec un appétit d'ogre, une ferveur d'héritier. L'apprenti essaye de ressembler à ses maîtres morts, mais surtout à développer son esprit propre, capable de créer un produit original. S'il a la chance de connaître dans sa vie, dans cette période de tâtonnement, d'incertitude, un seul maître vivant, alors il s'attache à ses pas, il noue avec lui des relations filiales parfois, et il s'emploie éperdument à lui ressembler. Autrement dit, c'est un apprentissage d'admiration qui entièrement se passe dans le silence, la solitude et la liberté. Deuxième exemple, l'œuvre d'éducation. Comme l'enseignement ou la politique, c'est une toute autre affaire, puisque c'est une praxis. L'éducation vise à perfectionner, à faire grandir l'enfant dans toutes ses dimensions. Elle ne produit rien. Elle vise le bien de son objet qui lui préexiste et dont il faut absolument qu'elle tienne compte de cet objet, faute d'aller au pire. Les parents ne peuvent pas dire « je change d'enfant, cet enfant ne me plaît pas ». De même que les politiques ne peuvent pas dire « je change de peuple ». Ce sont les dictateurs qui disent ça. On prend l'enfant ou le peuple qu'on a. Et la tâche consiste à l'améliorer. Ici, l'apprenti n'a pas de maître du tout. Il n'y a pas de professeur d'éducation. L'apprenti n'a que des modèles qu'il s'est choisis en général dans la génération précédente, dont il tente de déceler les méthodes, mais souvent sans succès, parce que les modèles eux-mêmes sont incapables de dire comment ils ont fait. Et d'ailleurs, le modèle que pourrait être parfois l'éducation de ses propres parents joue souvent comme un contre-modèle. L'œuvre d'éducation est en effet sans recette, parce que chaque fois elle est singulière. Elle est, comme la précédente, solitaire, mais elle est beaucoup plus effrayante parce que ses échecs engagent l'autre, celui qu'on a pour but de faire grandir, à savoir ici l'enfant. C'est une œuvre tragique parce qu'on s'y sent toujours insuffisant en savoir et en moyens. À vrai dire, une chape d'ignorance enveloppe cette œuvre pratique. On avance à tâtons dans le noir, guidé seulement par l'amour et par le désir de bien faire, qui évidemment n'ont jamais suffi à tout. Je passe à la troisième activité qui certainement concerne davantage votre colloque, mais je voulais faire la comparaison, la couture. Comparée aux 2 autres activités, elle est terriblement consolante. On est guidé au début, on sait où l'on va, on voit ce qu'on fait. Quel bonheur! Voilà une autre poiesis, c'est-à-dire une fabrication, comme la première,
mais il s'agit ici de fabriquer des produits visibles et matériels. J'ai choisi cet exemple parce que je le connais. Dans la maison d'enfance, à l'époque de l'après-guerre, mes nombreuses tantes descendaient les vieux rideaux pour les tailler sans confectionner des robes. À cette époque, l'argent et le tissu manquaient. Quelle robe colorée, charmante cela faisait. Vous savez, toute fabrication commence par l'extase devant les produits des autres. On voudrait tellement être l'artisan de ces produits, c'est-à-dire au fond le magicien. C'est l'activité peut-être la plus complète des trois. Pourquoi? Parce qu'elle s'apprend avec des maîtres qui sont peu nombreux mais qui sont de chair et de sang et qui vous guident d'une main vigilante, souvent d'une main affectueuse. Pour moi, ça a été ma grand-mère et ma mère, en l'occurrence. Elle est un savoir pratique que seule l'expérience apporte, dans une lutte constante ici avec les matières dont il faut connaître peu à peu les résistances, les épaisseurs, les caractéristiques propres. Vous ne faites pas la même robe avec de la soie et avec du gros coton, par exemple. Les débuts sont très difficiles. Le col grigne, le dos plisse, l'ourlet est mal calculé, il faut tout défaire et recommencer. L'apprenti trépigne, proteste, pleure en cachette, etc. Mais les relations concrètes, parfois filiales avec les maîtres, font de ce genre d'activité une vie sociale en soi, enrichie jour après jour par la sociabilité propre qu'elle va déployer. Une activité qui apporte des satisfactions les plus concrètes et même joyeuses. Un vêtement qui sera porté et qui portera son éclat au dehors. Ici, les grands dangers des deux précédentes activités n'existent pas, à savoir le danger de l'enfermement et du solipsisme pour la première activité, le danger de la nébulosité de l'œuvre, et peut-être même d'ailleurs de son inexistence pour la seconde activité. Ici, l'auteur-acteur est plus proche que jamais de son œuvre, qui ne risque pas de lui échapper. Il entretient avec son œuvre une relation paisible, franche, car il est tranquillement persuadé que toute œuvre concrète ajoute à la beauté du monde. Voilà votre sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.